Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Demain à la Une, le magazine de France 24 qui traite des sujets qui feront la une de vos journaux la semaine prochaine. Nous commençons par les titres de cette édition. Le 2 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Une date choisie par l'ONU à la mémoire de nos confrères de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés lors d'une mission à Kidal le 2 novembre 2013. Les défis sécuritaires à l'ordre du jour du sommet de Bucarest entre des pays de l'Europe de l'Est et centrale et l'OTAN. La rencontre a lieu le 4 novembre et le spectre de l'Ukraine et de l'invasion russe de la Crimée est toujours présent. Et pour finir, nouvelles technologies et Internet au menu du Web Summit de Dublin. C'est du 3 au 5 novembre. Plus de 30 000 participants sont invités à ce Davos des geeks où se côtoient start-up et géants d'Internet. Bienvenue donc avec nous pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés tout d'abord Christophe Boisbouvier, journaliste de RFI et membre de l'association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Bonjour. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous Christophe et en face de vous notre grand reporter Mathieu Mabin à France 24. Bonjour Mathieu. Bonjour Aziza. Nous commençons donc effectivement par cette journée internationale. C'est le 2 novembre. Le monde célèbre donc la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. C'est une date anniversaire qui a donc été effectivement choisie, comme je le disais en titre, en mémoire de ce jour-là, ce jour noir où nos confrères de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, ont été assassinés lors d'une mission. C'était le 2 novembre 2013. Christophe, tout d'abord, pouvez-vous peut-être rappeler les faits à nos téléspectateurs ? Une mission au Nord-Mali, c'était quelques mois après la présidentielle, une mission sur la réconciliation. Claude et Ghislaine étaient deux reporters très aguerris. Claude technicien, Ghislaine journaliste, plus de 50 ans. Ils étaient déjà allés 3 mois plus tôt, au moment de l'élection présidentielle. Une interview chez un notable de Kidal, à la sortie, un enlèvement, un commando dans un véhicule, 4 hommes qui les enlèvent, qui les embarquent sous la force de leurs armes, sous la menace. 15 km de Kidal, le véhicule tombe en panne, ils sortent du véhicule. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Le résultat, c'est que tous les deux sont assassinés lâchement. Ils ont les mains nouées avec des cordes derrière eux. Les assassins disparaissent et dans un laps de temps qui reste encore inconnu, une patrouille de l'armée française arrive, découvre les 2 corps. Et aujourd'hui, à l'heure qu'il est, les assassins courent toujours. Le commanditaire présumé, Abdelkrim le Touareg, qui a revendiqué ce double assassinat quelques jours après, au nom d'AQMI, lui, Abdelkrim le Touareg, a été éliminé par les forces spéciales françaises il y a 6 mois. Voilà à peu près tout ce qu'on peut en dire. D'accord. Alors aujourd'hui, effectivement, 18 mois après, il y a eu l'ouverture d'une information judiciaire, mais on patauge encore, ça n'avance pas vraiment. Alors ça n'avance pas à plusieurs niveaux. Ça n'avance pas à Bamako, où plusieurs commissions rogatoires ont été adressées par la justice française. Il y a eu plusieurs retours qui ne sont pas... qui ne répondent pas aux questions. Je pense par exemple aux relevés d'appels téléphoniques qui ont été demandés par la justice française à la justice malienne. Dans les retours, les relevés ne correspondent pas aux dates qui ont été demandées. De l'aveu même du président Ibrahim Boubacar Keïta que nous avons interrogé sur cette question il y a une semaine lors de sa visite d'État à Paris. Il y a un problème peut-être de formation de pointe pour les enquêteurs maliens qui ont peut-être besoin d'avoir peut-être des contacts plus approfondis avec Interpol, avec des spécialistes de ce type d'enquête. Voilà pour la partie malienne. Et puis pour la partie française, il y a manifestement d'abord un problème de surcharge pour les magistrats instructeurs, c'est-à-dire que le juge Trévidic, qui a fait la première partie du travail et qui a quitté, a laissé maintenant le dossier au juge Jean-Marc Herbeau, qui est surchargé de dossiers. Il en a des dizaines et des dizaines. Ce n'est qu'un dossier parmi d'autres. Et visiblement, il ne peut pas tout faire tout seul. Ouais. Et puis enfin, il y a le problème du secret défense. C'est-à-dire, tout n'est pas. Il y a des choses qui sont classées. À quelle heure est arrivée précisément la patrouille française sur le lieu du crime? Est-elle arrivée trop vite? Est-elle arrivée trop tard? Etc. Toutes ces questions
Elles sont certainement dans des dossiers qui actuellement sont secret défense. François Hollande, quand il a reçu notre association le 24 juillet, quand il a reçu notamment la mère de Ghislaine et la fille de Claude, a promis qu'il n'y aurait plus de secret, il n'y aurait plus de secret défense. Or, on s'aperçoit quelques mois plus tard, aujourd'hui, eh bien, que le secret défense est toujours là. Et je crois que lors de la conférence de presse que tiendra notre association lundi matin au Palais des Glaces, lundi prochain à 10h45, donc à Paris, il y aura un certain nombre de choses qui seront dites qui montreront que, pour l'instant, visiblement, il reste de la mauvaise volonté pour lever ce secret défense. Mathieu, au cours de la dernière décennie, plus de 700 journalistes ont été tués sur le terrain en essayant tout simplement d'informer le public et de faire leur travail. Mais le plus flagrant, c'est que très souvent, ces crimes restent impunis. Oui, absolument. Les noms de ces 700 confrères sont inscrits chaque année au cours d'une cérémonie au festival de Bayeux, au festival du grand reportage et des correspondants de guerre de Bayeux. C'est toujours une cérémonie extrêmement chargée sur le plan émotionnel, tous les ans. Tous les ans, on enterre des confrères, parfois des amis. Je crois que c'est arrivé à l'essentiel d'entre nous, à la majorité d'entre nous. On a la sensation ces dernières années que on éprouve une forme d'impuissance à endiguer l'hémorragie et à empêcher ces crimes odieux que sont l'assassinat, l'intimidation, le tabassage de confrères partout à travers le monde. Et très souvent dans des pays que l'on ne soupçonne pas. Pour n'en citer qu'un, le Pakistan, allez, un autre, le Mexique, sont les deux principaux pays dans lesquels on tue des journalistes et dans une impunité absolument totale. Christophe, il y a une bourse qui porte le nom donc, de Ghislaine et de Claude, qui a été créée par France Média Monde, le groupe qui inclut donc RFI, qui récompense désormais chaque année dans un pays d'Afrique une ou un journaliste radio et un ou une technicienne de reportage. C'est un bel hommage pour nos confrères. Ah oui, c'est une grande idée. Alors l'année dernière, la première bourse a été décernée à une journaliste malienne qui s'appelle Rachel Tessougué et un technicien malien qui s'appelle Sidi Mohamed Diko. Et alors cette année, tous deux sont partis à Madagascar avec plusieurs représentants de RFI, Cécile Mégy, Yves Rocle, la fille de Claude, Apolline, la filleule de Ghislaine, Agathe, et vont remettre ce lundi la deuxième bourse aux nouveaux lauréats de cette bourse qui seront tous les deux malgaches, un ou une journaliste malgache, un ou une technicienne malgache. C'est une bourse pour faire une formation à Paris? Oui, c'est une bourse pour un confrère, une consoeur, un technicien, une technicienne qui vont venir à Paris pendant plusieurs semaines pour parfaire leur formation et qui vont pouvoir revenir ensuite à Madagascar pour pouvoir exercer leur métier, peut-être en faisant connaître leurs nouvelles compétences à leurs confrères, à leurs collègues. Et ça va continuer, c'est-à-dire que l'année prochaine, ce sera dans un troisième pays sur le continent africain. Mathieu, l'Assemblée générale des Nations Unies donc, a adopté en 2013 une résolution en même temps que cette journée internationale, en même temps qu'elle instaurait cette journée, une résolution qui exhorte les États membres à traduire en justice les auteurs des crimes contre les journalistes. C'est certainement pas suffisant jusqu'à maintenant. Peut-être un mot là-dessus et surtout... que peuvent faire les journalistes aussi pour se défendre? Vous êtes quelqu'un qui a fait du terrain, qui a fait des pays en guerre. Qu'est-ce que vous préconisez, qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui à vos confrères? Alors, vous disiez c'est pas suffisant, mais ça reste absolument primordial. Bien sûr. Là, je parle sous le contrôle de Christophe. Il est essentiel lorsque l'un de nos confrères perd la vie en reportage ou est tabassé ou emprisonné, il est essentiel que les coupables soient traqués et sanctionnés. Sinon, ça nous envoie un message qui est terrible, c'est que finalement tout ça n'a pas beaucoup d'importance et que la liberté de la presse, qui est l'un des piliers de la liberté, finalement ça n'a pas beaucoup de valeur. Je dirais la meilleure solution pour que les accidents de reportage, nommons-les comme ça parce qu'il n'y a pas que des assassinats, cessent, ce serait d'arrêter notre métier. C'est d'ailleurs ce que souhaitent les gens qui nous tuent, les gens qui nous traquent, les gens qui nous tabassent.
Mais le problème, c'est qu'il en est hors de question. Je ne connaissais pas Ghislaine, mais je crois pouvoir dire que chaque fois qu'une administration, une organisation, un État a tenté de l'empêcher de faire son métier, ça n'a fait que la motiver. On est un peu tous comme ça, je crois pouvoir parler au nom de mes confrères. Plus on essaiera de nous faire taire et de nous écarter de l'actualité, et plus on sera stimulé. Donc ça va évidemment arrêter notre métier n'est pas la solution. Parmi les solutions qui existent, en dehors des solutions légales, il y a tout simplement de repenser l'approche de notre métier et de l'exercice du reportage. On y est contraint en réalité. Ce serait un petit peu facile de ne montrer que les autres comme responsables et coupables des accidents qui nous arrivent sur le terrain. Nous avons une part de responsabilité, je crois. Notre métier a changé au cours des dernières décennies. Peut-être que on n'a pas su s'adapter assez vite. Comment peut-on le faire ? Il est temps de le faire tout simplement en repensant notre approche du terrain, en la modifiant légèrement, avec une obsession, celle de ne pas altérer l'information que nous arrachons au terrain. Pour ça, on peut passer par la formation, par exemple. C'est ce qu'on fait ici à France Média Monde. Désormais, on forme nos confrères et ça, on le doit à Ghislaine et à Claude. Le drame qui leur est arrivé a eu comme conséquence immédiate, et même si c'est extrêmement triste de devoir en arriver là pour changer, ça a eu comme conséquence immédiate d'avoir une approche un peu différente du terrain, plus prudente, plus intelligente, plus pragmatique peut-être que celle qui était la nôtre il n'y a encore pas si longtemps. Nous formons, nous tentons d'identifier les menaces pour pouvoir les contourner ou en tout cas nous en accommoder en préservant au maximum notre intégrité physique et psychique. Christophe, l'année dernière, Reporters sans frontières lançait un site fightimpunity.org, un site qui permet d'interpeller personnellement les dirigeants de ce monde où les journalistes ont été assassinés ou emprisonnés ou portés disparus. Ce genre d'initiative, c'est aussi un levier pour pouvoir défendre un peu cet exercice, l'exercice du journalisme. Oui, l'idée de Reporters sans frontières, c'est de rendre responsable de tout ce qui peut arriver à un journaliste l'État sur le sol duquel ça s'est passé. Parce que c'est trop facile de dire c'est la faute à tel groupe terroriste. De fait, les assassins de Ghislaine et Claude sont des djihadistes du Nord-Mali, hein, bien entendu. Ce sont eux les premiers responsables. Mais derrière, il y a aussi un État. Alors certes, l'État ne contrôlait plus ce territoire à ce moment-là. Il était censé le contrôler, il ne le contrôlait pas en réalité. Ibrahim Boubacar Keïta le dit lui-même. Mais il faut aujourd'hui que cet État, profitant justement de l'accord d'Alger qui a été signé en mai-juin dernier entre les groupes armés du Nord et Bamako, il faut que cet État retrouve sa souveraineté et puisse... Le meilleur exemple du retour de la souveraineté du Mali sur cette partie du Nord-Mali, c'est que la justice passe et que la justice malienne puisse s'exercer, y compris à Kidal, et qu'un jour, les hommes qui ont commis ce double assassinat d'une lâcheté incroyable, ces hommes-là puissent en répondre devant la justice de leur pays. Et nous l'espérons tous, en tout cas. Merci beaucoup. Je rappelle donc qu'il y a cette conférence de presse de votre association lundi matin. Oui, et à l'UNESCO, si vous permettez, Aziza, j'ajouterai l'après-midi, il y a Irina Boukova, donc la DG de l'UNESCO, la Bulgare, qui va recevoir notamment la maman de Ghislaine. Pourquoi ? Parce que à partir de maintenant, vous l'avez peut-être dit déjà, le 2 novembre, c'est dans le monde, l'ONU l'a dit, c'est la journée internationale contre cette impunité. Grâce notamment à la Fédération internationale des journalistes. Absolument. Merci beaucoup. Merci Christophe, merci à vous Mathieu. Merci à vous, vous restez avec nous. Je reviens juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de Demain à la Une. À tout de suite.